Une tempête approche, menaçant d'emporter tout sur son passage. Chaque instant nous rapproche d'une chute brutale. Partout, des signaux d'alarme hurlent, mais peu y prêtent attention. Cette vidéo est un avertissement urgent. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi notre économie vacille dangereusement et ce que cela signifie pour vous. Préparez-vous à une révélation choquante. Le Bitcoin pourrait chuter de 78%, tandis que le S&P 500 pourrait s'effondrer de 56%. Quel est le vrai visage de la crise qui arrive? Quelle vérité se cache derrière les chiffres? C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. En premier lieu, on va analyser l'inversion des courbes de taux obligataires aux États-Unis. Ça a toujours été avant-coureur d'une récession, que ce soit en 2000, 2008 ou la crise Covid de 2020. Il y a toujours une récession qui est synonyme de chute des marchés boursiers. Pourquoi cette inversion des courbes de taux qu'on va analyser est toujours synonyme d'une récession? C'est que les obligations à court terme sont plus rémunératrices que les obligations à long terme et ce n'est pas normal. Cela veut dire que les investisseurs préfèrent prêter leur argent à court terme car ils n'ont pas confiance au long terme. Et on va voir que c'est toujours synonyme d'une récession. Voici la différence de rendement obligataire entre les obligations à 10 ans américaines et les obligations à 2 ans américaines. Lorsqu'on est au-dessus de cette barre bleue, les obligations à 10 ans américaines sont mieux rémunérées que les obligations à 2 ans. Et quand on est au-dessous, ça veut dire que les obligations à court terme, dans ce cas-là, les obligations à 2 ans sont mieux rémunérées. Et vous voyez que depuis 2022, depuis exactement le 4 juillet 2022 jusqu'en août 2024, les obligations à court terme étaient mieux rémunérées. C'est une anomalie. Et on va voir que dans le passé, ça a toujours été synonyme de récession. Que ce soit la crise de 90-91, on avait cette inversion de la courbe des taux, vous voyez, en bleu. Et lorsqu'on passe au-dessus, quelques temps après, on a la récession et la chute des marchés boursiers. Pareil pour 2000, la crise des dot-com, la crise de la bulle Internet. On a cette inversion de la courbe des taux, ce qui est anormal. On revient à la normale et 70 jours après, on a la récession. Et cette énorme chute, ensuite, on va voir sur les marchés boursiers encore une fois. 2008, la crise de subprime, vous la connaissez tous. On a aussi cette inversion des courbes des taux. Exactement pareil, on a cette inversion, on revient à la normale et 180 jours après, le début de la crise des subprimes commence, qui a duré d'ailleurs 2 ans. C'est une des pires crises de l'histoire. On a la crise 2000, Covid. Et vous voyez, on n'était pas venu profondément sous la courbe des taux. On peut voir qu'à court terme, pendant 1 à 2 semaines, les obligations à 2 ans étaient mieux rémunérées que les obligations à 10 ans. C'est anormal. On s'est rétabli et quelques semaines après, on a la crise Covid. Donc personne ne savait qu'ensuite on aurait des confinements, on aurait cette épidémie de Covid qui arriverait, mais on l'a eu parce que on aurait pu anticiper tout simplement parce qu'on était revenu à la normale. Et là, en 2022, on a eu pareil. Pendant un long moment, on a eu cette inversion des taux. On va voir aussi ensuite avec le chômage, on va voir avec les taux d'intérêt élevés, on va voir avec les crédits à la consommation et plein d'autres indicateurs qui montrent que la crise va arriver et les répercussions surtout. Donc vous voyez, là, on est ressorti et ensuite, on va timer cette crise. On va voir quand elle va arriver, comment se positionner. Mais surtout, on va tout analyser. Puis ensuite, je vous ferai un point sur quand cette crise va arriver et comment se préparer surtout. Donc voici le premier élément qui montre que la crise devrait arriver. C'est presque certain parce qu'à chaque fois qu'on ressort, on a cette crise. Là, vous êtes d'accord avec moi, c'était US10Y moins US02Y. Donc les obligations à 10 ans moins les obligations à 2 ans. On va voir maintenant US10Y moins US01Y. Donc les obligations à 10 ans moins les obligations à 1 an. Et on peut voir que c'est toujours la même chose. Vous voyez, 2000, on ressort de cette anomalie. Vous voyez, les obligations à court terme sont moins bien rémunérées et c'est normal. Et ensuite, on a la crise. C'est pareil pour 2008. Vous voyez, on ressort de cette période d'instabilité qui n'était pas normale et on a la crise des subprimes. Et pour le Covid, c'était pareil. Vous voyez, on était venu un peu plus profondément que les obligations à 2 ans. On ressort, vous voyez, et on a la crise quelques mois après. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti de cette spirale où les obligations à 1 an étaient mieux rémunérées que les obligations à 10 ans. Vous voyez, et on est bien sorti. Donc pour moi, il ne va pas avoir de retour. Sinon, la crise pourrait se retarder. Pour moi, on est parti. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on va revenir sous les 0%. Et la crise pourra commencer. En moyenne, vous voyez, en 2000, on a à peu près 60 jours après l'inversion de la courbe des taux sur les obligations à 10 ans moins 1 an. En 2008, on a un peu plus longtemps. Vous voyez, lorsqu'on sort, on a 110 jours. Et la crise Covid, on a environ 110 jours aussi. Ce qui nous fait une moyenne à peu près de 80-90 jours. Donc, avec nos estimations, on est sorti là. Donc, 80-90 jours, ça nous mènerait à mars-avril. Donc, la récession, je ne pense pas qu'elle va arriver en mars. On va voir ensuite les autres indicateurs. On va maintenant se baser sur US10Y moins US20Y. On va analyser à quel moment la crise est arrivée.
en inspectant les crises récentes. Parce que regardez les crises de 1929, la Grande Dépression, regardez les crises qui sont arrivées après dans les années 1940, 50, 60, ce n'est pas intéressant. On se base sur les dernières crises parce que c'est elles qui reflètent le mieux l'économie et comment va se comporter les banques centrales. Selon moi, elles vont injecter beaucoup d'argent pendant la crise, mais on va y revenir. On va voir leur comportement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser les crises récentes surtout. Donc, vous voyez, là, c'est US10Y moins US02Y. On peut voir que 60 jours après l'inversion de la courbe des taux qui revient à la normale, on a la crise de la crise .com, la crise de la bulle Internet. Pour 2008, on avait environ 175 jours, vous voyez. Et maintenant, la crise Covid, on avait tout simplement 160 jours. Donc on peut voir que c'est une moyenne environ 100 jours. On est ressorti pour de bon ici, parce qu'on avait fait un dernier push baissier. Donc 100 jours qui nous mènerait, donc 120 jours ensuite, environ à mars-avril. Vous voyez, depuis plus de 2 ans, la Réserve fédérale américaine a maintenu des taux d'intérêt élevés pour combattre l'inflation qu'on a connue après le Covid. Cependant, cette approche n'est pas sans risque, parce que plus on va augmenter les taux d'intérêt, et plus pour les ménages, pour les entreprises, ils vont devoir emprunter plus cher. Et ça a des répercussions tout simplement sur leurs dépenses, sur leur investissement, pour leur consommation, et tout simplement avoir des taux d'intérêt dits restrictifs, un ton hawkish de la Banque centrale, c'est tout simplement avoir des taux d'intérêt élevés. Ça va avoir un effet sur la consommation, sur les ménages. Et à chaque fois que la Fédérale Réserve, les banques centrales ont augmenté leur taux d'intérêt, on va voir dans ce cas-là de manière aussi drastique, ça a eu des répercussions et souvent des récessions. Et c'est ce qui va se passer automatiquement. En rouge, vous avez tout simplement les taux d'intérêt aux États-Unis et plus ils sont élevés, donc c'est pour combattre l'inflation, c'est une bonne chose, mais derrière ça freine l'économie parce que les entreprises empruntent plus cher, tout simplement, elles doivent emprunter à des taux d'intérêt plus chers. Donc on peut voir qu'à chaque crise, n'importe quelle crise, dès qu'on a une chute de ces taux d'intérêt, quelques mois après, on a eu une récession. Et pourquoi on baisse les taux d'intérêt de manière drastique? Regardez 2000, on les avait ici à 6,5, des taux d'intérêt élevés, et on les baisse drastiquement. Et ensuite la crise arrive, vous voyez la crise 2000, c'est tout simplement cette barre grise. Parce qu'on a du chômage qui augmente, on va voir ça après. Le chômage augmente, donc on est obligé de baisser les taux d'intérêt drastiquement pour stimuler l'économie, pour innover, pour inciter l'investissement. Mais c'est trop tard, vous voyez, quand on est en pleine récession, il n'y a personne qui veut dépenser. Souvent, les agents économiques, soit ils vont perdre leur emploi, on va voir avec le chômage qui va nous aider à prévenir cette récession, à prévoir quand elle va arriver. Mais regardez, on a cette chute. Donc la première baisse des taux d'intérêt a lieu là. Et seulement 30 jours après la première baisse des taux d'intérêt de la Fédérale Réserve, qui est la Banque centrale américaine, on a la récession. Pareil pour 2008, on a la baisse des taux d'intérêt. Vous voyez, on les a montés pendant longtemps. Vous voyez, ils étaient à 1 point de base, donc c'est rien du tout. On les a montés, vous voyez, jusqu'à 5,25 parce qu'il y avait de l'inflation à ce moment-là. Donc on monte les taux d'intérêt, c'est normal, mais on les garde de manière trop longtemps avant 2008. Et ce qui a mené à cette récession pour d'autres raisons aussi, on ne va pas revenir sur la crise des subprimes de 2008. On a ensuite la première baisse des taux qui a lieu là, et seulement 80 jours après, on a le début de la récession. Et pour le Covid, c'était pareil. Regardez, avant le Covid, depuis 2016, on montait les taux d'intérêt aux États-Unis. Puis on commence à les baisser, première baisse de taux. Et là, ça a été un peu plus long. 190 jours après, on a la crise Covid, les marchés boursiers qui s'effondrent en quelques jours seulement. Et ça sera la même chose. Regardez, en 2022, on a monté les taux d'intérêt aux États-Unis et dans tous les pays occidentaux où il y avait de l'inflation, dont la zone euro, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Beaucoup de pays ont connu de l'inflation après le Covid parce qu'on a injecté trop d'argent dans l'économie. On va y revenir après. C'est une métrique très importante. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'on a monté les taux d'intérêt, les emprunts, la consommation a été freinée et on commence à voir les répercussions. Aux États-Unis, la croissance a été bonne, mais on va commencer à voir les répercussions. Et on a baissé les taux d'intérêt parce que l'inflation a chuté, mais surtout parce qu'on s'inquiète de la consommation, on s'inquiète du taux de chômage qui augmente. Et vous allez voir qu'on a baissé les taux d'intérêt là, en septembre dernier. Et donc, on a à peu près 90, 100, 120 jours. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps cette fois-ci. 120, 130 jours. Pourquoi ça va prendre plus de temps? Juste parce que la consommation américaine est au rendez-vous. La croissance est encore au rendez-vous, mais pour pas beaucoup de temps, je pense. Vous voyez, 150 jours après, qui nous mènera en février, mars. Mais je pense qu'elle va plus arriver en mars-avril, cette récession. Voire mai, c'est à timer. On va voir d'autres indicateurs. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'elle va arriver maintenant. Malgré les indications que là, vous voyez, ça va arriver. On a la courbe des taux qui montre que la récession va arriver normalement en mars-avril. Pareil pour les taux d'intérêt qui chutent. On s'inquiète de l'économie américaine de plus en plus. On va avoir d'autres indicateurs très importants que les médias ne vous révèlent pas. On va voir tout ça après. Mais regardez, là, on peut s'attendre à justement février, mars, avril, mai, grand maximum au début de cette récession. Je voulais voir avec vous ce graphique très intéressant.
Ça mesure la performance du S&P 500 depuis 151 ans par année. Vous voyez, la pire année était 1931, la Grande Dépression, évidemment. Ensuite, on a 2008 qui a fait entre moins 30 et moins 40%, vous voyez. Là, 2021, 2023, 2024 sont des très bonnes années. On a fait entre 20 et 30% de performance par an. Et à chaque fois qu'on a des années qui sont consécutives, qui sont très bonnes, dans ce cas-là, regardez, ces 3 années sont très très bonnes. D'accord, on n'a pas fait 40-50% par an ces dernières années et c'est normal. On a fait entre 20 et 30% sur les 3 des 4 dernières années. C'est beaucoup trop. Et à chaque fois qu'on a eu des années consécutives aussi performantes, ça a toujours amené à un excédent, à une surconfiance. On va voir ça après. Avec les 7 magnifiques qui sont beaucoup trop surévalués et tout ça, ça va faire chuter le S&P 500. Ce que je voulais vous annoncer, c'est que quand on a plusieurs années consécutives, à chaque fois, on a eu une récession après. Donc ça ne m'étonnerait pas que 2025 se situe dans ces années, vous voyez, orange, voire orange foncé et peut-être même rouge. Vous voyez, 2025 pourrait se situer là. Dernier graphique super intéressant qui a toujours précédé une récession, c'est le taux de chômage qui commence à augmenter aux États-Unis. Pourquoi je parle des États-Unis dans cette vidéo? Car les États-Unis sont la première puissance économique mondiale, militaire, et ils sont dans les domaines les plus importants au monde. Ce sont eux qui dirigent le monde. Donc, une crise aux États-Unis va s'impacter dans tous les pays du monde. Sachant qu'en Europe, c'est pas la joie, on n'a pas une croissance assez développée. On est rentré en récession en Allemagne. Alors, une récession aux États-Unis, vu la mondialisation, vu tous les commerces mondiaux, vu le commerce international qu'il y a aujourd'hui, quand la crise arrivera aux États-Unis dans quelques mois, elle va se répercuter dans tous les pays du monde. Mais vous voyez que là, on a tout simplement l'unrate, c'est tout simplement le chômage aux États-Unis. Et à chaque crise, vous voyez, on peut remonter très loin. À la crise de 70, on a, vous voyez, un chômage qui baisse, puis qui monte juste avant la crise. Donc pareil, la crise de 81, on a le chômage qui chute, vous voyez, qui est seulement à 5,7. Il commence à monter et bim, récession. C'est normal, pendant la récession, le chômage augmente parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui licencient, qui n'ont pas assez d'argent pour embaucher. Donc, c'est normal que le chômage augmente en période de récession. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas pendant la récession parce que c'est normal qu'il y ait du chômage pendant la récession. C'est ce qui se passe avant. Et à chaque fois, on voit que le chômage est au plus bas. À chaque fois, avant que chaque récession, le chômage chute. Puis, il commence à augmenter. Vous voyez, pour la crise 90, il commence à augmenter. Et 500 jours après, on a la récession parce qu'il augmente petit à petit. Crise 2000, c'est pareil, on est sur les plus bas, vous voyez, il commence à augmenter. Et depuis le plus bas, 360 jours après, on a la récession parce qu'il commence à augmenter. 2008, c'est pareil, regardez, il chute, il chute, il chute. On a le plus bas, ensuite on commence à augmenter légèrement. Et là, 240 jours après, la récession parce qu'il commence à augmenter de plus en plus. Et le Covid, c'était pareil, vous voyez, on avait un plateau, on chutait, on chutait, on chutait, on chutait, on avait un plateau. Et puis on monte et là, récession. Mais là, c'est pareil, regardez, le chômage était au plus bas, au plus bas, au plus bas. Vous voyez? Et là, il commence à augmenter. Donc, ce qui va être important à suivre, ça va être le taux de chômage aux États-Unis qui sort tous les débuts de mois. C'est pour ça que vendredi prochain, dans 3 jours, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez mardi 7 janvier, on a les chiffres NFP, c'est le taux de chômage aux États-Unis. Et si il augmente, regardez, là, il est à 4,2 aujourd'hui. S'il est à 4,3, 4,4, 4,5, s'il est à 4,6, encore pire, les agents économiques vont s'inquiéter, les marchés boursiers vont chuter drastiquement. Et là, ce sera l'entrée en récession parce qu'on l'a vu à chaque fois. Quand ça commence à augmenter, le chômage, on peut avoir un gros pic. Donc là, on avait les plus bas ici. Et on peut voir en suivront, là, on est à 580 jours. Donc ça commence à durer. Donc la récession est inévitable et imminente surtout. C'est qu'elle ne va pas prendre 6 mois, 8 mois à arriver. Je pense qu'elle va arriver dans les mois qui suivent. On a aussi des secteurs qui souffrent et qui ne sont pas assez exposés. Par exemple, avec le taux d'intérêt élevé et les emprunts, certains secteurs importants de l'économie montrent qu'ils vont mal. Par exemple, les usines produisent moins de choses, ce qui est souvent le premier signe qu'une grande crise économique arrive. On va voir sur les indices PMI manufacturés, le PMI manufacturé qui mesure tout simplement, entre guillemets, la fabrication de matériaux aux États-Unis, pour résumer grossièrement. Et vous voyez qu'il est assez plus bas. Et quand on est au-dessous de 50, c'est qu'on est en contraction. C'est qu'il y a moins de fabrication, il y a moins d'innovation, il y a moins de croissance. Sur ce PMI-là, il y a aussi le PMI des services, mais on ne va pas y revenir. Mais le PMI manufacturé, vous voyez, depuis 2023, il est au-dessous de 50 presque à chaque fois. Et à chaque fois dans le passé, ça a été synonyme d'une récession. Et là, ça va être souvent le cas. Regardez, 2019, avant la crise Covid qui a eu lieu en 2020, on chutait sur le PMI. Et là, depuis 2022, on a une chute sur le PMI. Et ces derniers mois ne sont pas bons sur le PMI manufacturé. On a aussi, très important, la déconnexion entre les marchés boursiers et l'économie réelle. Malgré des signaux économiques préoccupants, les marchés boursiers continuent d'afficher des sommets historiques. Cette situation est largement attribuée à l'utilisation massive d'effets de levier, qui est une pratique qui va amplifier artificiellement les valorisations des actifs. Mais cette déconnexion entre les performances des marchés financiers et la réalité économique pose des risques colossaux.
lorsque les marchés commenceront à chuter, l'effet de levier jouera un rôle dévastateur en exacerbant la panique. Parce que quand les marchés vont chuter, quand le chômage va sortir à 4,4, 4,5, les gens vont vendre le S&P 500, on va y revenir après. Ils vont commencer à vendre et ça va créer de la panique avec l'effet de levier parce que des gens auront un stop loss. Ils n'auront pas acheté tout simplement le S&P, ils auront acheté avec l'effet de levier pour gagner plus, mais ils vont potentiellement perdre plus. Donc quand on va venir les liquider, eh ben, la baisse va être rapide, exacerbée, comme le Bitcoin. Quand il y a des grosses mèches, quand il y a des grosses liquidations sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, vous voyez que c'est très volatile. Le Bitcoin peut perdre parfois 10% en une journée. Et ça va être la même chose sur le S&P 500, pas 10% bien sûr, mais ça va avoir les mêmes impacts parce qu'il y a trop de gens qui utilisent de l'effet de levier, parce que aussi la masse monétaire n'est pas du tout en contradiction. On ne fabrique plus d'argent, mais par contre, les marchés boursiers continuent d'augmenter. C'est ce qu'on va voir après, la corrélation avec la masse monétaire. Mais j'aimerais revenir avec vous sur les valorisations du S&P 500 qui sont bien trop exagérées. Pour moi, on est trop évalué sur le S&P 500 et ça depuis déjà quelques mois. Mais là, c'est encore pire. Et comme on a vu en 2000, même en 2008, ça a été synonyme d'une récession. À chaque fois que les marchés étaient surévalués, surcapitalisés. Aussi, ce qui est important, c'est que les 7 magnifiques, les 7 plus grosses entreprises des États-Unis sont toutes surévaluées. Parce qu'en 2024, vous voyez, les 7 magnifiques ont pris 51%, le S&P 26 et les autres stocks, donc les autres entreprises, il y en a 496. Donc là, c'est sur 503 entreprises, c'est pas sur les 500. Mais sur les 496 autres entreprises, on n'a pris que 16%. Vous voyez, le S&P 500 a augmenté largement cette année et d'ailleurs l'année dernière parce que les grosses entreprises ont été bien valorisées, sauf que c'est trop dangereux. Pour moi, elles sont surévaluées. Les 7 magnifiques accaparent 34% de l'indice du S&P 500 sur 500 entreprises. Les 7 magnifiques, soit 7 entreprises, accaparent 34% de l'indice. C'est énorme. Elles accaparent un tiers alors qu'elles sont que 7. Et on a vu le 10 juillet, elles accaparaient 34% de l'indice. Puis, on a eu une chute drastique, je ne sais pas si vous avez remarqué, en juillet, août, sur les marchés boursiers, sur le S&P 500, d'environ 10-12% parce que c'était trop surévalué et la baisse a été drastique. On va y revenir. Cette grosse chute, on a perdu 10% sur le S&P 500 ici parce que, en premier lieu, on était trop surévalué sur les 7 magnifiques. Et là, c'est la même chose. C'était le 31 décembre, mais on a repris de la valeur parce que Nvidia aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, a pris 5%. Donc, vous voyez, on est beaucoup trop surévalué. On peut s'attendre à une chute qui ferait chuter le S&P 500, mais vous voyez, de 5, 6, 7, 8, 9, 10%, avec la panique, avec l'effet de levier, ça pourrait chuter encore plus. Vous voyez, on a encore ce graphique. US Stocks Market Concentration surge to record levels. Tout simplement, Apple prend 6,2% de l'indice. Une seule marque prend 6,2%. Mais c'est encore pire. Microsoft prend 5,6%, Nvidia 5,2%, Google 3,6%, Amazon 3,4%, Meta 2,5%. Broadcom 1,5 et Lilly qui est une entreprise pharmaceutique qui prend 1,5. Pareil pour Tesla, vous voyez, c'est beaucoup trop. Et là, on peut voir qu'en septembre 2024, ils concentraient 32% de l'indice. Donc maintenant, ces 32% sont transformés en 34,4. Mais 32% de l'indice, c'était beaucoup trop. Et à chaque fois qu'on était surévalué, on a eu la récession comme attendu ou en tout cas une baisse des marchés boursiers. Vous voyez ce graphique encore et cette magnifique accaparé 55% des gains en 2024 du S&P 500. Nvidia 20%, Apple 7%. Donc c'est très bien, ces entreprises sont très performantes. Je compte les acheter, mais en fin de récession, quand elles auront chuté, parce que pour moi, elles sont beaucoup trop surévaluées. Donc ce sont des entreprises à long terme qui fonctionneront toujours. Dans 5, 10, 15, 20, 50 ans, il y aura sûrement toujours Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, etc. etc. Et ce seront peut-être encore toujours les plus grosses entreprises du monde. Mais en l'occurrence, pour moi, elles sont surévaluées aujourd'hui. Surtout qu'il n'y a pas énormément de masse monétaire. Un autre point aussi sont que les Américains s'endettent de plus en plus avec leurs cartes de crédit et souvent à des taux de 20-25% pour faire tout simplement leur consommation. Les Américains vont faire leurs courses, ils doivent payer 20 ou 25% d'intérêt parce qu'ils n'ont pas l'argent disponible. Vous savez que les Américains sont les plus gros consommateurs du monde, donc ils s'endettent à des montants exorbitants pour des choses futiles. Et derrière, ils doivent rembourser avec des taux d'intérêt faramineux. C'est tout simplement la dette totale des particuliers américains. Et on peut voir qu'elle augmente depuis toujours. Et à chaque fois, regardez, là on était en 2004, elle augmente jusqu'à 2008. Ce qui mène à une récession parce qu'on était beaucoup trop, les agents économiques américains étaient beaucoup trop endettés. Donc forcément, il y a eu des faillites. Ensuite, on a eu des faillites de banques comme Lehman Brothers parce que tout simplement, pour résumer grossièrement, certaines personnes ne pouvaient pas rembourser, ce qui arrive, ce qui va arriver encore. Et tout ça, c'est une spirale qui va continuer. Certaines personnes ne vont pas pouvoir rembourser leur crédit, même leur crédit à la consommation. On va voir comment ils sont endettés. Et derrière, c'est des banques qui vont faire faillite. Et tout ça, c'est des grosses institutions, certaines, qui vont faire faillite et qui ne pourront pas rembourser, par exemple,
leurs déposants, leurs actionnaires, etc., etc., ce qui va mener à encore plus de panique sur les marchés boursiers. En bleu, on a tout simplement le pourcentage d'impayés sur 90 jours et on peut voir qu'il a augmenté juste avant la crise 2008 des subprimes. Il chute et là, il augmente drastiquement. Depuis le deuxième trimestre 2023, la dette sur les cartes de crédit ont augmenté drastiquement pour atteindre 11,1% et ça prend la même tournure que 2008. Et en plus, regardez, 2000 aussi, hein, avant la crise Covid, on a eu une hausse des impayés, des cartes de crédit et là, ça va être la même chose. Vous voyez ce graphique, c'est tout simplement en billions, donc tout simplement il y a 1100 milliards de dollars dans ce cas-là, donc un peu plus, 1150 milliards de dollars de la dette des particuliers, et à chaque fois qu'ils sont endettés à des niveaux, donc là on est à des niveaux vraiment extrêmes, mais à chaque fois on a eu une chute. Vous voyez 2008, on a cette hausse des impayés, cette hausse de l'endettement des ménages, puis on a cette chute parce qu'il y a la récession. Là 2000 aussi, donc 2019, on a cette hausse, on a la crise Covid, donc à chaque fois récession ici, à chaque fois qu'on a une hausse. Et là, on a une hausse, mais vraiment hallucinante. Vous voyez, on ne peut pas continuer à des niveaux comme ça. Les gens s'endettent de plus en plus et il va avoir bientôt la crise. Et tout simplement, ça va se calmer. On va chuter, puis ensuite reprendre le cours, etc. Mais ça, ce sera un autre sujet de vidéo. Et ce qui est important, c'est que chaque Américain est endetté environ pour des produits à la consommation, pour des télévisions. Là, je ne vous parle pas d'endettement pour de l'immobilier, ce qui est normal. Là, je vous parle d'endettement tout simplement de consommation. Endetté, regardez, dans le Connecticut, qui est une région, un état américain, pour 8 000 $, District of Columbia 8 000, Californie 9 000 $, donc à des portions assez importantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils doivent rembourser, regardez, environ à 21% certains frais, mais il n'y a pas de taux d'intérêt à part le Low Interest Credit Card, c'est tout simplement les taux d'intérêt bas. Les taux d'intérêt bas sont quand même de 13%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 13% c'est énorme. Quand vous faites un crédit immobilier en France, dans les années 2010, c'était 2%. Là, c'est des crédits à la consommation. Donc, ils ne s'en rendent pas compte, ces gens. Ils empruntent et ils doivent rembourser des 20%. Ils ont l'argent facile. Ils n'ont aucune intelligence financière. Et ensuite, derrière, ils payent des taux d'intérêt à 20%. Et lorsqu'ils ne remboursent pas, au bout de 90 jours, ces taux d'intérêt se transforment en 40, 50, 100, 150%. Et ces gens-là ne s'en rendent pas compte. Ils s'endettent de plus en plus. Et s'ils perdent leur emploi, ce qui risque d'arriver, ils vont être en situation de faillite. Et ensuite, malheureusement, ça tourne ensuite souvent vers des suicides parce que ces gens-là n'ont aucune échappatoire. Les États-Unis, si vous ne remboursez pas, vous allez même en prison. Vous n'êtes pas libre et vous devez faire de la prison si vous ne remboursez pas tout simplement les impayés de vos cartes de crédit. Autre point importantissime, c'est la masse de monnaie en circulation. On va observer que quand il y a une décorrélation entre la masse monétaire, c'est tout simplement combien il y a d'argent en circulation. Et par exemple, dans ce cas-là, le S&P 500, où on peut prendre l'or aussi, mais on va rester sur le S&P 500, et bien tout simplement, il y a une récession et une grosse chute des marchés boursiers. En bleu, on a tout simplement la masse monétaire en circulation. Là, on était le 1er octobre, et vous voyez qu'elle chute drastiquement du 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on anticipait les élections américaines. Dans ce cas-là, c'est la masse monétaire des pays du G20, mais les États-Unis, c'est en grande majorité parce que c'est eux qui impriment le plus. Parce que tout simplement, pour des bonnes raisons, on ne revient pas dans cette vidéo, mais retenez que les États-Unis impriment en majorité dans ce cas-là dans les pays du G20, mais ils imprimaient beaucoup. Les démocrates influençaient tout simplement la banque centrale, même s'ils sont indépendants, influençaient tout simplement les crédits, malgré qu'on avait des taux d'intérêt élevés. Je ne vais pas revenir sur la création monétaire, mais en tout cas, on a eu cette grosse envolée, tout simplement, avant l'élection américaine qui a lieu en novembre, juste avant, pour faire des plus hauts, parce que c'est très corrélé, on va voir. La masse monétaire en circulation est très corrélée au S&P 500. Donc, on a fait exprès d'imprimer énormément d'argent pour une potentielle victoire des démocrates qui n'a pas eu lieu. Et depuis, c'était envisageable. On a cette chute de la masse monétaire et on va se mettre en vue semaine, vous voyez. Et c'est très bien corrélé. Cette chute de la masse monétaire devrait mener à une grosse baisse du S&P 500. Chose intéressante, en bleu, on a la masse monétaire des pays du G20. Et en bougie japonaise, là, on a le S&P 500. Et à chaque fois que le S&P 500 a dépassé ici la masse monétaire mondiale, on a la chute du S&P 500. Donc dans ce cas-là, on avait chuté de 14%. Ensuite, la masse monétaire augmente. On la dépasse un tout petit peu, vous voyez. Et pendant un long moment, pendant un an, on a la chute du S&P 500 ici en 2015-2016. Et on perdait jusqu'à 14-15%. Pareil ici, là, vous voyez, la M2 mondiale est un peu plus élevée. Le S&P 500 dépasse la M2 mondiale, la masse monétaire. On a cette grosse chute de 19%. Le Covid, c'est pareil. Regardez, on avait cette hausse du S&P 500 plus que la masse monétaire. On perd 35%. Et là, c'est pareil. On avait en 2022, bon, la montée des taux d'intérêt qui a mené à la réduction du S&P 500. Mais on avait surtout la masse monétaire qui a arrêté. On arrêtait d'imprimer de l'argent. Mais par contre, le S&P 500 avait chuté parce qu'on avait dépassé. Et là, c'est pareil. Depuis décembre 2023,
on a le S&P 500 qui dépasse tout simplement la masse monétaire, mais le S&P 500 qui continue de faire des plus hauts. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, on est surévalué pour plein de raisons, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Et surtout, c'est l'effet de levier qui mène à ces plus hauts. Parce que tous les asset managers, c'est tout simplement les fonds de pension, c'est tout simplement les fonds d'investissement, ils sont investis aujourd'hui à 99% sur les marchés boursiers. C'est-à-dire que toute leur liquidité, presque toute leur liquidité disponible sont sur les marchés boursiers. Ils n'ont presque plus de cash. À part la smart money, regardez, Warren Buffett fait partie de la smart money et il n'a jamais eu autant de cash. Et à chaque fois qu'il avait autant de cash, c'était avant les récessions. Parce que pendant les récessions, les marchés boursiers vont chuter drastiquement. Et qui va s'en mettre plein les poches? C'est ceux qui auront du cash, ceux qui n'auront pas de problème de liquidité, qui ne seront pas obligés de sortir des marchés, ceux qui auront prévu ce coup, dont Warren Buffett et tous les gens qui ont prévu cette récession. Mais pour en revenir aux asset managers qui sont tous investis sur les marchés, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus investir plus, à part en prenant des risques, trop d'effets de levier. C'est pour ça que le marché boursier ne vont pas monter à 6200, 6300, 6400, 6500. Le S&P 500 ne va pas monter plus haut parce que ce n'est pas possible si on n'imprime pas plus d'argent ou si les asset managers ne prennent pas plus de risques, ce qui me semble déjà déraisonnable au vu des risques pris aujourd'hui sur le S&P 500, mais aussi sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin va chuter sévèrement aussi. On a la masse monétaire mondiale et le S&P 500 qui n'arrête pas d'offrir des plus hauts. Donc, on pourrait très bien chuter. Pour moi, c'est les plus hauts. On va voir lors des précédentes crises combien le S&P 500 a-t-il perdu de valeur. Donc, la crise 2000, le S&P 500 avait chuté, et du plus haut au plus bas, on avait perdu pile 50%. En 2008, on avait perdu plus, on avait perdu, regardez, du plus haut au plus bas, on avait perdu jusqu'à 57-56%. Le Covid, on a vu environ 30, environ 36, ce qui pourrait nous donner ici une récession pour moi qui va avoir plus d'impact pour moi que la crise Covid. Mais derrière, je pense que les banques centrales vont baisser leur taux d'intérêt de manière drastique. C'est pour ça que je vous conseille d'investir sur un actif financier, mais je ne vais pas le dévoiler dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo suite à cette vidéo sur la récession, une vidéo sur les actifs sur lesquels se positionner avant, pendant et après la récession. Dites-moi tout ça. Mais ce qu'il faut analyser là, c'est qu'on peut avoir une chute selon moi de 55%. On va revenir sur l'analyse technique, parce que là, on a fait beaucoup de fondamentales. Mais maintenant, on va essayer d'anticiper. Je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo sur la récession. J'en parle de cette analyse technique. Mais pour moi, j'avais analysé qu'on aurait pu revenir dans cette partie-là, parce qu'il y avait beaucoup d'imbalance. La Smart Money avait des ordres à refermer. Donc, c'est plus du technique. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai une mini formation gratuite en description. Et vous voyez que là, des plus hauts au plus bas, pour moi, ont chuté environ de 56, 57 pour refermer tous les ordres injectés par la Smart Money pendant la crise Covid, donc dans ces eaux-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de shorter le marché. Donc, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est ce que je fais en ce moment, c'est que je shorte le marché assez massivement. Donc là, on a eu une grosse trendline qu'on vient de liquider aujourd'hui, lundi 7 janvier. Vous voyez, donc pour moi, le S&P 500 pourrait très bien, regardez, on a des equal high au nord, donc pourrait très bien revenir faire des all-time high, c'est possible. Bien sûr, on peut tout simplement faire des plus hauts historiques, mais pour moi, c'est presque impossible d'aller à 6200, 6300, 6400 sur la S&P 500. Soit on chute maintenant, on aura peut-être tout simplement un range où on pourra chuter. En attendant les données macroéconomiques comme le taux de chômage qui ferait dans ce cas-là accélérer la récession si le taux de chômage est plus élevé que prévu. Ou soit on peut très bien faire des all-time high pour chercher la liquidité nécessaire pour que toute la smart money puisse shorter le marché et revendre leur position au plus haut, vous voyez, dans ces eaux-là, avant de faire des plus bas. Et en plus, on a beaucoup de liquidité. Regardez, à venir chercher. Donc, je vais me mettre en 2 heures. On a énormément de liquidité sur cette trendline, vous voyez. C'est pour ça que je cherchais des shorts. Et là, je short sans mettre de stop loss. Donc, je short plus à long terme. C'est plus un investissement. Je short le marché parce que pour moi, il va y avoir une crise, une récession. Et je vais prendre des positions bien sûr plus spéculatives avec des stop loss à court terme, avec des petits stop loss. Mais là, je short en tout cas sans stop loss à moyen terme parce que le prix pourrait revenir au 6100, c'est pas grave. Je shorterai encore plus parce que j'ai des liquidités de côté, c'est ça qui est important. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais vous voyez cette trendline, on vient rebondir plein de fois. Donc c'est sûr qu'on viendra la liquider à minima. On a ces équal low au sud, vous voyez à 5006. Mais pour moi, la récession, elle ferait chuter le marché boursier jusqu'au bien plus bas, jusqu'au 4200. Voire les 3900, on a déjà vu ça sur l'ancienne vidéo sur la récession, que ensuite on peut essayer de timer. Donc on va attendre les chiffres du chômage en chaque début de mois, mais pour moi la récession devrait arriver en mars, avril, et le S&P 500 a peut-être fait ses plus hauts, c'est envisageable. Les crypto-monnaies c'est pareil, pour moi
on va difficilement faire un bull run. Pour moi, le bull run n'aura pas lieu. Pour moi, il n'y aura pas non plus en octobre-novembre de phase haussière parce que vous savez que dans les crypto-monnaies, tous les 4 ans, on a un plus sur le Bitcoin et certaines personnes disent qu'on l'aura en octobre-novembre, ce qui me paraît très étrange. Si la récession arrive, vous voyez, en avril, mai, même juin, juillet, il n'y aura pas de plus haut sur le Bitcoin en octobre-novembre parce qu'une crise dure environ 200 jours. 200 jours, c'est-à-dire que au mieux, le Bitcoin ferait des plus hauts en 2026. J'ai fait une vidéo spéciale sur pourquoi le Bitcoin ne fera pas de bull run en fin 2025. Donc pour moi, on peut très bien faire des plus hauts, ce qui concorderait à des plus hauts sur le S&P aussi. Mais pour moi, on n'aura pas de plus haut en fin d'année 2025 sur le bull run. C'est pour moi presque une certitude. Et on peut tout simplement venir plus bas, faire une grosse liquidation, la purge, avant de faire des plus hauts. Ce soit le début du bull market qui soit anticipé, qui soit plus rapide que prévu, qui soit moins long et ensuite commencer la crise quand on aura les données macroéconomiques. Je le répète, que ce soit 2000, 2008, 2020 ou même les crises précédentes, ça a toujours eu les mêmes indications. On a eu le taux de chômage qui commence à augmenter, l'inversion de la courbe des taux. On avait aussi les taux d'intérêt qui étaient trop élevés, donc qui restreignaient l'économie, qui ne la stimulaient pas et ça a toujours mené à des récessions. C'est pour ça que là, en 2025, la récession est imminente. Je ne pense pas qu'elle arrivera en 2026. J'ai beaucoup de probabilités, selon moi, qu'elle va arriver dans les mois qui suivent. Bien sûr, l'économie américaine est résiliente et pourrait continuer à se développer, à avoir beaucoup de croissance dans les mois qui suivent. Mais pour moi, il y a trop de signaux qui montrent que l'économie américaine est vouée à s'effondrer pendant cette année et bien sûr revenir à des niveaux encore plus forts. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter des actions américaines quand on sera au plus bas parce que pour moi, les États-Unis seront encore la première puissance économique mondiale, que ce soit militaire, économique ou même en termes de soft power dans 5-10 ans. Donc pour moi, je suis encore confiant sur les États-Unis, mais à court terme, il pourra avoir une grosse récession, une grosse purge, ça calmerait beaucoup de monde. Et en plus, on n'a pas vu dans cette vidéo, mais la politique de Donald Trump va avoir à court terme des effets néfastes sur l'économie parce qu'on va augmenter les droits de douane, donc moins d'importation. Donc ça va être plus cher pour les ménages américains de consommer. Donc ils vont devoir consommer moins par exemple, ils vont avoir moins de pouvoir d'achat et tout simplement ça va être répercuté sur les entreprises américaines qui vont avoir moins de ventes ou soit elles vont augmenter leur prix. Donc tout simplement à court terme je pense que ça va exacerber les tensions. Donc pas à long terme bien sûr, on a vu les marchés boursiers qui se sont envolés suite à l'élection de Donald Trump, mais à court terme il pourra avoir une réaction et la fameuse récession en 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi et si vous voulez une vidéo la semaine prochaine sur comment se positionner sur quel actif parce qu'il y a un actif financier très important qui n'a cessé de chuter ces dernières années dû à la hausse des taux d'intérêt mais qui devrait s'apprécier énormément à contrario du S&P 500, des marchés boursiers et du Bitcoin qui devrait chuter brutalement.